Vraiment, un homme qui meurt pour ses idées, pour ses principes, pour son idéal, mérite le respect et mérite également notre pitié. Mais tout à l'heure, Alain Decaux, en présentant notre émission, vous avez dit que nous allions suivre une thèse. Et assurément, la thèse que nous avons montrée ce soir nous montre un Robespierre d'où émane une singulière sympathie. Il s'agit de savoir si c'est vraiment là le vrai, l'image du vrai Robespierre. Incontestablement, pour moi, c'est le vrai. Eh bien, je crois que nous sommes obligés d'abord, Alain Decaux, de faire une manifestation, un petit peu un témoignage de foi. Nous formons une équipe. Nous formons une équipe très unie, et cette équipe, les membres de cette équipe peuvent parfois ne pas avoir les mêmes sentiments, n'être pas du même avis. Eh bien, je crois qu'ici, il y a une démonstration de cette dissemblance, de cette différence, c'est que vous, Alain Decaux, ainsi que Stelio Lorenzi, vous êtes des robespierristes militants, convaincus. Non, des robespierristes raisonnés. Et moi, j'estime que Robespierre, tel que nous l'avons présenté ce soir, est un peu un Robespierre idéal. Il est certain que Robespierre, c'était peut-être cela, mais c'était pas seulement que cela, c'est aussi autre chose. Voyez-vous, dans la Révolution, il y a deux êtres qui surnagent, qui dominent entièrement la Révolution, c'est Robespierre et c'est Danton. Je crois qu'il faut choisir. Pour moi, j'ai choisi, je préfère Danton. Mais peut-être pas le Danton que nous avons présenté la semaine dernière, que nous avons présenté parce que tel était notre propos, c'est-à-dire le Danton de la fin de sa vie. Il y a un autre Danton que nous n'avons pas pu montrer, car comme je vous le disais, ce n'était pas là notre but. C'est le Danton d'une année précédente, c'est le Danton du 10 août, c'est le Danton de la levée en masse, c'est le Danton de la patrie en danger, c'est le Danton de ces formules magnifiques qu'il a prononcées, des paroles immortelles, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers, ou bien il nous faut de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace, et la France est sauvée. C'est ce Danton truculent, ce Danton magnifique, ce Danton haut en couleur, que dernièrement Robert Christophe d'ailleurs a peint. C'est ce Danton-là que j'aime, ce Danton-là que je regrette. Et il est certain que c'est un Danton qui aime la vie, c'est un Danton qui aime le bien manger, qui aime l'amour. Il est tout le contraire de ce pisse-froid, passez-moi le mot, mais il est de Danton, de ce pisse-froid de Robespierre. Robespierre, lui, je dois l'avouer, me glace. C'est l'apprenti sorcier dans toute son horreur, et pour moi, l'apprenti sorcier dans toute son horreur, c'est l'apprenti sorcier dangereux. Je crois que c'est Mirabeau qui disait, il ira loin, il parlait de Robespierre, Robespierre ira loin, il croit tout ce qu'il dit. C'est exact. Robespierre est sincère, il est éperdument sincère, il est sincère jusqu'à l'absurde, mais il est enfermé également dans ses principes. Il croit à ses principes, il veut suivre ses principes qui ne sont pas toujours d'ailleurs de lui, qui sont également de Rousseau, qui sont pour la plupart de Rousseau. Il les suit, ses principes, et pour leur gloire, pour leur triomphe, il est capable de massacrer une partie du genre humain. Certainement, il est pur, et ça, nous sommes tous d'accord, tout le monde est d'accord sur ce point, Robespierre est impur, mais je crois qu'il faut se méfier de ces incorruptibles à l'esprit trop étroit. Il faut se méfier également de ces idéologues à prétention scientifico-philosophique. Ce sont des êtres dangereux, et cela, mon Dieu, Robespierre l'a prouvé. Et il a fait tellement couler de sang que pour moi, Robespierre ne peut pas, évidemment, émaner beaucoup de sympathie. Mais voyez-vous, lorsque Robespierre est mort, il a été regretté. Oui, il a été regretté par certains artisans, par certains petits ouvriers, il a été regretté par des petits bourgeois également. Eh bien, c'est en pensant à ces êtres qu'il regrettait qu'on en a fait à l'époque une épitaphe. Cette épitaphe, je voudrais vous la redire ce soir à Alain Decaux, parce que là, je pense à vous en la disant. Passant, qui que tu sois, ne plains pas mon sort, si je vivais, tu serais mort. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, bien entendu, pas sur l'épitaphe, mais sur ce que vous avez dit à l'instant qu'il faut choisir. Vous choisissez Danton. Moi, je ne le cache pas, je choisis Robespierre. Vous dites que Robespierre était impur et qu'il faut, pour un homme d'État, craindre un peu ce genre de pur. Mais que direz-vous de Danton qui, lui, n'était pas impur mais un corrompu? Ne croyez-vous pas qu'il faille craindre également les hommes d'État corrompus, et bien davantage? Dans l'émission que nous avons présentée la semaine dernière, nous n'avons pas pu insister sur cette corruption car nous ne pouvions pas mettre dans la bouche des contemporains des faits que nous ne connaissons, nous, que depuis quelques années. Mais ces faits que nous connaissons sont, hélas, pour Danton, indiscutables. Mathiez a produit une brassée de documents qui apportent la preuve certaine que Danton a touché, qu'il a touché de l'argent de tous les partis, sous tous les gouvernements, qu'il avait les mains largement ouvertes et que l'or pleuvait dans ses mains. Eh bien, voyez-vous, il est très difficile, pour ma part, il m'est très difficile de m'attacher à un tel homme. Cela dit, je vous ferai moi aussi un aveu. Ça n'est pas tellement parce que Danton était un corrompu que je ne m'attache pas à lui, car, à sa décharge, on peut dire que s'il a touché, probablement jamais le fait d'avoir touché n'a vraiment modifié ses opinions. Mais je trouve que Danton est terriblement répréhensible. C'est parce que
il n'était pas seulement, quand il rentrait à Paris, en novembre 93, Danton, la clémence, mais il était Danton la paix. De la paix à tout prix. Et il l'a dit, et il allait le faire, et il a dit, si j'ai le pouvoir, je ferai la paix tout de suite. Et la paix avec qui? Eh bien avec les Prussiens, avec les Autrichiens, qui occupaient encore une partie de la France. Là, voyez-vous, ça n'est plus le point de vue révolutionnaire qui m'anime. C'est tout simplement le point de vue national, le point de vue français. Là, à ce moment-là, Robespierre traitait, n'étant pas victorieux, avec l'ennemi qu'il était, et c'était perdre la France. Mais si on avait laissé Danton s'expliquer, si on l'avait laissé parler lors de son procès, eh bien peut-être aurait-il pu nous donner une explication à son attitude, car vous n'allez pas, Alain Decaux, je pense, approuver cette parodie de justice que fut ce procès qui envoya Danton et Camille Desmoulins à l'échafaud sans qu'ils aient pu se défendre. Non, mais je n'approuve pas, bien entendu, et je reconnais que c'était une parodie de justice. J'ai un certain esprit légaliste, et je n'aime pas ce genre de parodie de justice. Mais enfin, là nous sommes en présence d'une situation, si Danton est acquitté, si Danton triomphe, eh bien, indiscutablement, la France est perdue. Or, il fallait sauver la France, et Robespierre l'a sauvée en organisant, reconnaissons-le, une parodie de justice. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit, si vous voulez, vous parliez des robespierristes militants, je ne crois pas que ce soit le robespierriste militant qui parle en moi en ce moment, car j'ai des garants, et des garants quelquefois qui vous surprendront, des garants qui ont reconnu qu'à ce moment-là, Robespierre a adopté la seule attitude nationale possible, et tenez, par exemple, un haut personnage s'adressait à un anti-robespierriste de votre genre, et il disait, votre opinion, c'est le haut personnage qui parle, votre opinion est au moins fort hasardée, si elle n'est pas fausse. Les hommes d'État ne doivent pas être jugés d'après les règles ordinaires de la morale. En 1793 et 94, il s'agissait de sauver le corps social. Et s'il était prouvé que Robespierre n'eût fait dresser les échafauds de la terreur que pour abattre les factions, il serait injuste de regarder Robespierre comme un homme cruel et l'appeler tyran. Il faudrait au contraire voir en lui, comme dans Sylla, une forte tête, un grand homme d'État. Et notre haut personnage ajoute cette conclusion assez extraordinaire. Richelieu aurait fait plus que Robespierre s'il s'était trouvé dans une position semblable. Eh bien, le personnage qui a dit ça, ça n'est pas quelque jacobin repenti, non, c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII qui, très curieusement, se rejoint avec Péguy, oui, Charles Péguy, qui a écrit « C'est Richelieu qui est humain, et c'est Robespierre qui est humain. Rien n'est humain comme la fermeté. Je ne mets rien au-dessus de Robespierre sous l'Ancien Régime. » C'est une vue de l'esprit, et moi je vous répondrais que... C'est une vue d'homme d'État pour Louis XVIII. C'est une vue de l'esprit tout de même aussi, enfin pour Péguy tout au moins, car il est bien certain que si un homme comme Richelieu avait vu couler autant de sang que Robespierre, s'il avait donné autant de travail aux bourreaux de l'époque, eh bien je dirais de Richelieu ce que je dis de Robespierre. Mais vous avez sorti différentes petites citations, je voudrais à mon tour, moi, également vous citer quelques textes. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Taine. Robespierre est obtus ou charlatan, et de fait, il est l'un et l'autre, car l'un et l'autre se fondent ensemble pour former le cuistre, c'est-à-dire l'esprit creux et gonflé qui, parce qu'il est plein de mots, se croit plein d'idées. C'est très significatif. Il jouit de ses phrases et se dupe lui-même pour régenter autrui. Et voulez-vous maintenant l'opinion d'un homme de gauche qui s'appelle Anatole France? Eh bien la voici. Hélas, il faut dire que dans ce même texte, d'abord, Anatole France a couvert Robespierre de fleurs car il l'admire. Mais il termine sa citation en disant « Hélas, Robespierre fit la terreur. Et il suffit que je puisse penser que ce régime n'était peut-être pas nécessaire, il dit peut-être évidemment, pour que sa mémoire étale à mes yeux une trop large tache de sang. » Tout à l'heure, nous avons entendu la longue lecture de ces articles qui composent la Déclaration des droits de l'homme pour 1793. Eh bien, ce texte est évidemment très beau et tout le monde peut le suivre, mais je voudrais vous répéter un article de cette déclaration. « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu. » Or, voyez la loi de Prairial, cette loi abominable, qui était déclarée suspecte, et tout le monde pouvait être déclaré suspect. À ce moment-là, elle est traînée à la guillotine, sans avoir pu se faire entendre, sans avoir pu répondre, sans avoir pu parler, sans avocat et sans témoin. Il est certain qu'il n'y avait à ce moment-là qu'une seule alternative pour le malheureux qui était traîné devant un tribunal de ce genre, c'était ou la mort ou l'acquittement bien rare. C'est assurément pas un décret, c'est un décret pour l'abattoir.
Eh bien, il y a, je crois, me semble-t-il, un monde entre ce que voulait Robespierre, entre cet article que je viens de vous lire, et son application, qui était cette loi de Prairial. Cette affreuse loi de Prairial. Mais croyez-vous que je défende la loi de Prairial? Et je crois que les historiens robespierristes actuellement le défendent. Aucun d'eux ne songe à défendre la loi de Prairial. Monsieur Mathiez, lui, avait voulu laver complètement Robespierre de cette fameuse loi, mais lui était à l'avant-garde, si vous voulez, il avait remonté un courant, et il faut bien dire qu'il a été peut-être trop loin dans son robespierrisme. Maintenant, plus personne ne songe à défendre complètement Robespierre. Il n'y a pas de grands hommes à l'état pur, c'est à 15 ans qu'on pense ça. Et en fait, dans la vie de Robespierre, il y a une ombre. Et cette ombre, c'est la loi de Prairial. Je dirais même qu'on pourrait, à cet égard, reprendre le mot de Talleyrand et dire que c'était plus qu'un crime, une faute. Car elle était inutile, cette loi parfaitement odieuse. Dans l'arsenal juridique révolutionnaire, on disposait de tous les textes possibles. Mais, et notez bien que je n'excuse pas, j'essaye d'expliquer. Il faut tout de même se remettre dans le climat. Et nous savons par tous les témoins de l'époque à quel point ces hommes, au moment où ils ont promulgué cette loi, étaient exacerbés, leurs nerfs étaient exaspérés, ils étaient littéralement à bout de nerfs. Et pour ce qui concerne Robespierre, quelques jours auparavant, il avait été victime d'une tentative d'assassinat, le même jour d'ailleurs que Collot d'Herbois. Tout ceci, je le répète, n'excuse pas, mais explique. Et ce qu'il faut dire aussi, et ça Robespierre l'a bien dit, nous l'avons entendu dans l'émission, dans son esprit, cette loi n'était destinée qu'à frapper quelques grands coupables. Il ne voulait pas que se reproduise le scandale du procès de Danton, où le tribunal révolutionnaire était en quelque sorte devenu la tribune de l'idée anti-révolutionnaire. Et la loi était détournée de son sens, indiscutablement. C'est d'une naïveté de s'imaginer que l'on peut faire une loi pour 5 ou 6 personnes et après que cette loi s'arrête et que les autres ne sont pas des victimes. Donc je crois, Alain Decaux, que cette méthode, évidemment, avait du bon pour Robespierre, car elle permettait, en somme, de clouer le bec, de fermer le bec aux accusés, et certainement ça arrangeait les affaires de Robespierre. Mais je voudrais faire comparaître un témoin, Fouquier-Tinville. Évidemment, c'est un témoin indiscutable, allez-vous me dire, mais mon Dieu, je n'ai pas grand choix, je n'ai le choix que parmi les survivants, car ceux qui n'étaient pas discutables étaient guillotinés. Bien, que lorsque Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal, a reçu cette loi de Prairial, ce légiste qu'il était, s'est tout de même un petit peu offusqué. Et il est parti au renseignement, il est arrivé au comité de salut public en demandant des explications. Et les commissaires lui ont répondu ceci, que cela ne les regardait pas, mais uniquement Robespierre qui s'en était chargé. Croyez-moi, je crois que tout l'odieux de la loi de Prairial retombe sur Robespierre. Attention, évidemment, nous reconnaissons que Robespierre était l'instigateur de la loi, mais enfin, il serait tout de même extrêmement injuste de lui faire supporter tout le poids de cette loi. Car enfin, le comité de salut public était là, et plus tard, les thermidoriens du comité de salut public ont dit « Nous n'avons pas connu cette loi, c'est faux. Nous avons la preuve par les documents, par les archives, qu'ils l'ont connue et qu'ils l'ont approuvée. » Et par la suite, le comité de salut public a soumis la loi à la Convention, et la Convention a voté librement, et la Convention a accepté cette loi. Alors, s'il y a des responsables, eh bien ça n'est pas seulement Robespierre, c'est l'ensemble. Oui, mais la machine à tuer elle-même a été mise au point par Robespierre, et puis elle est partie, c'est l'histoire de l'apprenti sorcier. Cette machine a fini par tout broyer sur son passage, elle a broyé tous les apprentis sorciers, et Robespierre le premier. Voyez-vous, dès qu'on prononce le mot de Robespierre, il y a une chose à laquelle je pense, et que nous n'avons pas pu évidemment montrer dans l'émission, ce sont toutes ces charrettes qui traversaient Paris tous les jours, ces charrettes qui conduisaient à l'échafaud leur charreté d'innocents, car il faut bien le dire, vous le reconnaîtrez avec moi, que les 3/4, que dis-je les 3/4, les 9/10, pour ne pas dire davantage, de ces gens étaient des innocents. Et il n'y avait pas que des aristocrates, bien au contraire, c'était en minorité les aristocrates. Il y a infiniment plus d'ouvriers, d'artisans et de petits bourgeois qui sont morts, poussés à l'échafaud, que de nobles. Je pense évidemment aussi à ce charnier, à ce bourbier plutôt, à ce bourbier de la place de la Concorde, enfin de notre place de la Concorde, la place de la Révolution alors, qui était couvert de sang et dans lequel les Parisiens pataugeaient en traversant cette place et on pouvait les suivre à la trace, a dit un témoin du temps, jusque sur la rive gauche. Je pense à tout ce couvent de carmélites qui a été guillotiné. Je pense à tous ces êtres qui sont morts, certains par erreur. Vous connaissez l'histoire de ce père qui a pris la place de son fils, et d'un fils également un jour qui a été envoyé à l'échafaud à la place de son père. Tout ça parce qu'il n'y avait plus aucune procédure, et Fouquier-Tinville débordé mettait n'importe quoi sur les actes d'accusation. Non, voyez-vous, je crois qu'on ne peut absolument pas rendre ce côté-là, ce Robespierre-là, ce Robespierre que nous n'avons peut-être pas montré, le montrer sympathique. C'est un illuminé dangereux et qui a été très dangereux et très nuisible. Et pourtant, vous admirez Richelieu. Oui, j'admire Richelieu, mais ce n'est pas pareil. Le sang que Richelieu a fait couler était du sang de vrais conspirateurs, de gens qui avaient été pris, presque les armes à la main, et des gens qui ont pu se défendre. Ce n'est pas comme ceux qu'on a conduits à l'abattoir.
Eh bien, voyez-vous, moi je crois, entre Richelieu et Robespierre, s'il y en avait un qui avait du cœur, c'était Robespierre. Car enfin, qui propose le comité de justice? C'est Robespierre. Qui, lorsqu'il s'aperçoit que les prêtres sont persécutés, les défend, et est presque seul à les défendre? C'est Robespierre. Qui, lorsqu'il apprend que les conventionnels en mission massacrent et pillent, les fait rappeler, et en les faisant rappeler, les reconduisant à Paris, se crée une meute d'ennemis qui d'ailleurs auront sa tête? Eh bien, c'est Robespierre. Là, ce sont tout de même des actes. Et qui propose la sanglante loi de Prairial, c'est Robespierre. Enfin, n'allons pas continuer. Non, je crois, voyez-vous, je vous parlais de Louis XVIII, eh bien, il y a un autre nom qu'il faut citer qui est tout de même très impressionnant. Surtout, à côté de celui XVIII, c'est Napoléon. Napoléon qui admirait Robespierre, qui a d'ailleurs été robespierriste et qui a failli, au 9 Thermidor, payer lui aussi de sa tête son robespierrisme. Eh bien, Napoléon, à Sainte-Hélène, disait que si Robespierre avait été abattu au 9 Thermidor, c'est qu'il était modérateur et qu'il voulait arrêter la terreur. Voilà quelque chose qu'il faut méditer. Et ce qu'il faut bien penser aussi, c'est à ces hommes qui l'ont abattu. C'est à ces Thermidoriens. Qui étaient-ils? Eh bien, c'était Fouché, l'homme qui avait canonné les malheureux Lyonnais. C'était Barras et Fréron qui avaient pataugé dans le sang à Marseille. Et à Toulon, c'était Fréron, le prévaricateur et le voleur de Bordeaux. André Malraux, récemment, écrivait que si Danton a peut-être été guillotiné par fanatisme, Robespierre, lui, a été sûrement guillotiné par des coquins. Ce sont ces coquins-là qui ont abattu Robespierre, et qui ne voulaient d'ailleurs pas, c'est ça qui est le plus extraordinaire, arrêter la terreur. Pour eux, la chute de Robespierre n'était qu'un épisode comme un autre, comme la chute des Girondins, comme la chute de Danton, et la terreur devait continuer allègrement. Mais le 10 Thermidor, ces gens-là sortent de la Convention. Qu'est-ce qu'ils trouvent à la porte? Le peuple de Paris, les femmes de la halle qui apportent des fleurs, les jeunes gens qui baisent leurs habits et qui disent « Merci, vous avez arrêté la terreur ». Ça prouve à quel point on était content de se débarrasser de Robespierre. Mais pas du tout. C'est précisément à ce moment que ces gens ont compris que la terreur devait être arrêtée. Et ils l'ont arrêté, et ils ont chargé Robespierre de leur crime. Trop contents de trouver ce bouc émissaire qui était Robespierre. Et l'ayant ainsi chargé, ils ont créé une légende. Ils ont créé la légende de ce Robespierre chargé de tout le poids de cette terreur dont vous parliez à l'instant. Et en effet, il y a eu des excès sous la terreur. Croyez-vous que j'aime, moi, ces charretés, que j'aime, moi, ce sang qui coule place de la Concorde? Ce que je soutiens et que je redis, c'est que de ce sang et de ces charretés, il est injuste d'accuser Robespierre. Voilà, je crois, je crois la vérité. Voyez-vous, cette légende qui a pesé a continué pendant tout le 19e siècle et elle a égaré même un certain nombre d'historiens. Et la Troisième République a continué parce que la Troisième République a fait de héros a fait de Danton son héros et que Robespierre est devenu une manière de repoussoir. Il a fallu beaucoup de courage et beaucoup de mal à un homme comme Mathiez pour subitement sortir des archives, des documents, ces pièces qui apportent un autre visage de Robespierre. Et cet autre visage, à mon avis, c'est le vrai, et suivi maintenant par des hommes comme Lefebvre, par Soboul, et plus récemment par Jean Massin et Louis Sorel. Toute cette vérité robespierriste, je crois, s'est fait jour, et se fait jour peu à peu. Oui, mais très doucement, et elle se fait jour avec beaucoup de difficultés. Et là, je crois qu'il y a une leçon à en tirer ainsi. Souvenez-vous de votre Malais Isaac, votre livre manuel d'histoire à l'école, enfin au lycée. Eh bien, dans le manuel, dans le livre d'Isaac, de Malais Isaac, Robespierre, il y a une tentative de réhabilitation de Robespierre. Eh bien, les 3/4 des gens l'ont oublié. Et ça, nous nous en rendons compte depuis une semaine par les gens qui nous parlent de notre première émission. Mais je crois qu'il y a une explication à cela. C'est qu'en dépit de tous ces efforts, tous les efforts des historiens dont vous venez de parler, on n'arrivera jamais, je crois, à rendre Robespierre populaire. Je ne demande pas qu'il soit populaire. Je demande seulement pour lui la justice. Et je crois que c'est amplement suffisant. Ce qui me frappe, c'est que des hommes, les Thermidoriens qui l'ont abattu, je ne parle pas des pourris, je parle des Thermidoriens de bonne foi. Je parle par exemple de Barère, je parle de Lindé, je parle de Billaud-Varenne, je parle de Cambon et même de Vadier. Eh bien, ces gens-là, revenant plus tard sur l'acte qu'ils avaient accompli au 9 Thermidor, l'ont regretté. Un homme comme Cambon a dit « Au 9 Thermidor, nous pensions abattre seulement Robespierre, c'est la République que nous avons détruite. » Et un homme comme Vadier, vous vous souvenez pourtant de Vadier si acharné à perdre Robespierre,
Vadier, devenu très âgé à 92 ans, dit un jour « Je ne regrette qu'une chose dans ma vie, c'est le 9 Thermidor. » Et tout de même, ces gens avaient pensé toute leur vie à ce jour et à cet homme, et ayant pensé toute leur vie, ils étaient parvenus à ce jugement. Eh bien, je crois que maintenant c'est aux téléspectateurs de juger. Mais je crois que tout le monde sera d'accord, aussi bien ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre Robespierre, c'est que quand on referme ce grand album révolutionnaire, cette fresque étonnante, il y a une impression qui domine, c'est la grandeur. La trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trompis ennemis de la France, roi libre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.